Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Chama et je suis responsable de la visite médicale chez le groupe M2I Promo Plus Pharma. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette session de formation qui s'inscrit dans une série de webinaires pour honorer nos engagements de formation continue vis-à-vis de nos partenaires et des professionnels de la santé. Le thème, comme vous le savez, c'est le reflux gastro-œsophagien, diagnostic et prise en charge à travers des cas cliniques. Et pour en débattre, nous avons avec nous le plaisir de recevoir le professeur Fouad Haddad, gastro-entérologue au service d'hépatogastro-entérologie au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Mais avant de céder la parole au professeur Haddad, j'aimerais juste préciser que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique qui est dédiée à cet effet. N'hésitez pas aussi à intervenir lors de la présentation du professeur Haddad pour que cette session soit interactive. Donc, sans trop tarder, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à professeur Haddad. Merci. Merci, Monsieur Aïd Chama. Mes chers confrères, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui pour discuter du reflux gastro-œsophagien à travers deux cas cliniques. Je remercie également les laboratoires M2I et Promo Plus Pharma de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui et échanger nos expériences. Alors, avant de commencer les cas cliniques, j'aimerais faire d'abord une petite introduction pour dire que le reflux gastro-œsophagien se définit par le passage d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de reflux. Il y a le reflux physiologique. Alors, les caractéristiques du reflux physiologique, c'est que c'est un reflux qui est bref, c'est un reflux qui est postprandial, c'est un reflux qui est totalement asymptomatique, ce qui diffère du reflux pathologique que nous allons voir tout à l'heure. Et c'est un reflux qui ne s'accompagne pas d'une inflammation de l'œsophage. Alors, contrairement au reflux pathologique, c'est un reflux qui est répété, c'est un reflux qui est prolongé, c'est un reflux qui s'accompagne de symptômes. Nous allons voir les symptômes du reflux gastro-œsophagien. Et c'est un reflux qui peut, c'est pas systématique, mais qui peut s'accompagner d'une œsophagite. Alors, quelques chiffres épidémiologiques pour dire que la prévalence de reflux gastro-œsophagien dans la population occidentale, le pyrosis représente à peu près 20 à 40% de la population adulte, avec un épisode hebdomadaire dans 10% des cas et un épisode quotidien dans 5% des cas. Alors, l'œsophagite survient chez 2% de la population adulte et les complications du reflux gastro-œsophagien qui sont représentées par l'hémorragie digestive, la sténose, l'endobrachéosophage, touchent à peu près 10% des patients qui présentent une œsophagite. Alors, sur le plan physiopathologique, rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que le reflux gastro-œsophagien est un reflux qui est multifactoriel. Plusieurs facteurs interviennent dans la physiopathologie. À l'état normal, la continence du cardia empêche le contenu gastrique de refluer dans l'œsophage, malgré un gradient de pression entre le thorax et l'abdomen qui est favorable à ce reflux. Et plusieurs éléments interviennent dans cette continence et le plus important à retenir est ce sphincter inférieur de l'œsophage qui représente une intégrité de la barrière anatomique et qui est aussi indispensable. Alors, nous avons dit que cette physiopathologie est multifactorielle. Alors, à côté du sphincter inférieur de l'œsophage, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, notamment les anomalies de la motricité œsophagienne et gastrique, l'agressivité du matériel de reflux et l'altération
de la résistance de la muqueuse œsophagienne. Alors ici, ce schéma, pour encore une fois vous dire que cette physiopathologie du reflux ou ces facteurs qui interviennent dans le reflux gastro-œsophagien sont multiples. Le plus important, c'est cette défaillance du système anti-reflux. Mais à côté de ceci, il existe également d'autres facteurs, une diminution de la résistance de la muqueuse œsophagienne, des anomalies des contractions œsophagiennes, une relaxation gastrique excessive et une vidange gastrique qui est ralentie. Alors ici, pour vous montrer ce système anti-reflux, vous voyez qu'il est constitué par les piliers du diaphragme et cette structure musculaire qui joue un rôle très important pour empêcher le reflux gastro-œsophagien. Alors, à côté de ceci, il existe également un autre élément qui intervient, c'est les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, ces relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage sont à l'origine du reflux physiologique et de la majorité des reflux pathologiques, dont le mécanisme exact est inconnu et qui explique à peu près 80% des reflux gastro-œsophagiens. Alors, cette relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage concerne des reflux gastro-œsophagiens de gravité faible ou moyenne et surtout en postprandial. Alors, un autre élément très important, c'est l'hernie hiatale, surtout l'hernie hiatale par glissement, définie par une ascension intrathoracique de l'œsophage abdominal et une partie plus ou moins importante de l'estomac. L'hernie hiatale n'est pas nécessaire ni suffisante pour provoquer le reflux gastro-œsophagien, mais il joue un rôle aggravant du reflux gastro-œsophagien. Alors ici, sur ce schéma, vous avez un aspect endoscopique d'une hernie hiatale. On voit le cardia ici l'hernie hiatale, et là, c'est un aspect radiologique après un transit œso-gastro-duodénal. Alors, c'est très important de connaître également les facteurs, si on peut parler de facteurs hygiéno-diététiques qui interviennent dans le reflux gastro-œsophagien. Vous voyez ici, vous avez le tabac, vous avez l'alcool, vous avez la graisse, vous avez le chocolat, vous avez le café, l'obésité et la grossesse, une alimentation trop épicée et la position penchée en avant, en plus des INS qui interviennent dans le reflux gastro-œsophagien, ou bien qui sont des facteurs favorisants du reflux gastro-œsophagien. Alors, toujours sur le plan épidémiologique, ici, sur cette étude qui est récente, vous voyez qui date de 2018 et qui montre les facteurs de risque du reflux gastro-œsophagien et de ses complications. Et en fait, parmi les éléments que vous voyez ici, les facteurs de risque, vous voyez le tabac qui intervient aussi bien dans l'apparition des symptômes du reflux gastro-œsophagien que dans l'œsophagite et dans la sténose œsophagienne. Et bien sûr, il peut favoriser l'adénocarcinome de l'œsophage. Alors, vous voyez que l'Helicobacter pylori, pratiquement, il n'a aucun rôle dans le reflux gastro-œsophagien. C'est pour ça qu'on ne le recherche pas dans le reflux gastro-œsophagien. Et vous avez également l'obésité qui joue un rôle très important, aussi bien dans les symptômes que dans l'installation de l'œsophagite. Alors, vous le savez, on est à quelques jours du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan est connu par un changement d'horaire, de fréquence, de l'abondance et de la composition des repas. Alors, ce changement peut, chez certains sujets, altérer les mécanismes de défense anti-reflux. C'est pour ça que le reflux ou les signes du reflux gastro-œsophagien peuvent s'accentuer durant le mois de Ramadan. Donc, les graisses, le chocolat, la caféine et la menthe sont des aliments qui sont consommés en quantité très importante durant ce mois sacré et sont susceptibles de diminuer la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, c'est un mois d'excès de table avec notamment
une consommation souvent excessive de certains aliments comme les graisses qui ralentissent la vidange gastrique, les facteurs favorisant du reflux gastro-œsophagien ou le facteur physiopathologique qui est le ralentissement de la vidange gastrique. Et donc, libère la cholécystokinine qui inhibe la musculature lisse des voies digestives. Alors, l'étude de la pH-métrie gastrique au cours du mois de Ramadan montre une augmentation de l'acidité gastrique sur 24 heures et la sécrétion d'acide et de peptine augmente de façon significative durant la phase diurne. Alors, nous commençons le premier cas clinique. Donc, je vous demande d'intervenir. C'est une séance interactive. Donc, vous aurez des questions et vous devrez répondre à ces questions. Donc, le premier cas clinique. Alors, c'est un patient âgé de 35 ans. C'est un patient tabagique chronique à 10 paquets années. Et c'est un patient qui est alcoolique occasionnel. Alors, le motif de consultation, c'est le pyrosis, c'est les régurgitations depuis 3 mois, avec 4 épisodes par semaine. Ces épisodes surviennent en postprandial et s'aggravent par le décubitus. Alors, l'examen physique chez ce patient est strictement normal. C'est un patient qui est normotendu, qui est normocave, mais avec un BMI élevé à 30 kg par mètre carré. Alors, le diagnostic le plus probable, vous avez un seul choix. L'ulcère gastrique, l'ulcère duodénal, le reflux gastro-œsophagien, la gastrite ou le cancer gastrique. Donc, je vous donne 1 minute pour répondre à cette question. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les résultats? Donc, le diagnostic le plus probable est le reflux gastro-œsophagien. Alors, quels sont les signes typiques du reflux gastro-œsophagien? Alors, première proposition, le pyrosis, les régurgitations acides, les vomissements, la survenue postprandiale des symptômes et le syndrome postural. Je vous laisse un peu de temps pour répondre aux questions. Est-ce qu'on peut avoir les réponses? Alors, le pyrosis, dans 96% des cas, les régurgitations acides dans 93% de réponses, les vomissements dans 6%, la survenue postprandiale des symptômes dans 68% et le syndrome postural dans 54%. Et donc, vous avez bien répondu
Donc, les signes typiques du reflux gastro-œsophagien sont le pyrosis, les régurgitations acides, la survenue postprandiale des symptômes et le syndrome postural. Et donc, la réponse fausse est les vomissements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les signes cliniques du reflux gastro-œsophagien, il existe des symptômes digestifs typiques et des symptômes digestifs atypiques. Vous allez voir quel est l'intérêt de séparer ces symptômes en symptômes typiques et symptômes atypiques. Alors, les symptômes digestifs typiques sont représentés par le pyrosis. Le pyrosis défini comme une brûlure rétrosternale ascendante. La régurgitation acide définie comme une remontée du contenu gastrique sans effort de vomissement. Et puis le caractère postural et ou postprandial. Alors le caractère postural veut dire l'accentuation du reflux gastro-œsophagien lors de la position couchée ou bien la position antéfléchie. Alors, à côté de ces symptômes digestifs typiques, il faut savoir qu'il existe des symptômes digestifs atypiques qui représentent moins de 50% et qui sont définis par les douleurs épigastriques et la dyspepsie. Alors, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que chez tout patient qui présente un reflux gastro-œsophagien, il faut rechercher des signes d'alarme. Et vous allez voir pourquoi il est intéressant de rechercher ces signes d'alarme. Ces signes d'alarme sont représentés par l'odynophagie. L'odynophagie qui est définie par un passage douloureux des aliments au niveau de l'œsophage. L'amaigrissement, l'existence d'une altération de l'état général, d'une hémorragie, d'un syndrome anémique, d'une dysphagie définie par un défaut de progression du bol alimentaire, et puis l'existence à l'examen clinique d'une masse abdominale. Alors, revenons à notre cas clinique. Les examens complémentaires à demander pour confirmer le diagnostic. Alors, vous avez plusieurs choix. Je rappelle, nous sommes chez un sujet qui présente un pyrosis, des régurgitations, un syndrome postural. Alors, les examens complémentaires à demander pour confirmer le diagnostic. L'endoscopie œsogastro-duodénale, la pH-métrie œsophagienne, le traiter d'emblée ce patient sans demander d'examen complémentaire, manométrie œsophagienne ou pas d'examen complémentaire. Donc, je vous laisse un peu de temps pour répondre à cette question. Est-ce que je peux avoir les chiffres? Alors, 48% répondent une fibroscopie digestive haute. 55% répondent la pH-métrie œsophagienne. 23% vont traiter d'emblée notre patient. La manométrie œsophagienne dans 32% des cas et aucun examen complémentaire chez 23% des cas. Très bien. Donc, il y a pas mal de choses qui ne sont pas très claires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses justes, c'est qu'il faut traiter d'emblée notre patient. Et il n'y a pas d'indication à demander des examens complémentaires. Pourquoi? Parce que nous sommes chez un sujet jeune qui présente des symptômes typiques du reflux gastro-œsophagien, pyrosis, régurgitation, syndrome postural, tout ceci qui survient en postprandial. Il n'y a pas de signe d'alarme et donc il faut traiter d'emblée ce patient. Nous allons voir comment on va le traiter et il n'y a pas d'indication à demander des examens complémentaires. Alors l'endoscopie et la pH-métrie, nous allons voir sa place. Alors la manométrie, je vous le dis tout de suite, il faut savoir qu'elle n'a pas de place dans le diagnostic du reflux gastro-œsophagien. Par contre, c'est un examen qui est demandé avant
de proposer un traitement chirurgical du reflux. Alors, voilà les stratégies diagnostiques. Donc, quand on a des symptômes typiques chez un patient âgé de moins de 50 ans, c'est le cas de notre patient, et qui ne présente pas de signe d'alarme, pas d'examen complémentaire, il faut traiter d'emblée le patient. Alors, continuons notre cas clinique. Alors, quel traitement vous proposez chez ce patient? Des mesures hygiéno-diététiques, des alginates, un traitement chirurgical, un traitement endoscopique ou des inhibiteurs de la pompe à protons demi-dose pendant 4 semaines. Alors, vous avez plusieurs choix. Je vous laisse le temps de répondre. Alors, est-ce qu'on peut avoir les réponses? Très bien, donc 96% sont pour les mesures hygiéno-diététiques. Les alginates, oui, vous les avez donnés dans 74% des cas. Bien sûr, pas de traitement chirurgical. Aucun parmi vous ne traitera chirurgicalement ce patient, nous sommes tous d'accord. Et non plus le traitement endoscopique, aucun parmi vous ne donnera un traitement endoscopique et les IPP demi-dose pendant 4 semaines. Alors, et les réponses, vous avez répondu juste à cette question. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, bien sûr, rappelez-vous, les mesures hygiéno-diététiques, c'est à partir du schéma des mécanismes physiopathologiques que je vous ai montrés, les facteurs favorisants. Rappelez-vous, le tabac, l'alcool, le chocolat, la graisse, tout ça, il faut essayer de l'éviter. Alors, les alginates, ils ont une place importante dans le traitement du reflux. Nous allons le voir. C'est un traitement qui permet de soulager les symptômes du reflux, à savoir les pyrrosis, les régurgitations. Les alginates sont administrés à raison de 3 fois par jour. Ils sont administrés après les repas. Ils vont former un surnageant qui va permettre de protéger la muqueuse œsophagienne contre l'acidité gastrique. Cependant, les alginates n'ont pas de place dans le traitement de l'œsophagite ou dans la cicatrisation des lésions œsophagiennes. Alors, le traitement chirurgical, on est tous d'accord, c'est un traitement qui ne doit pas être administré en première intention, surtout maintenant avec le développement des inhibiteurs de la pompe à protons. Et puis, le traitement endoscopique, retenez, la seule indication du traitement endoscopique, c'est quand il y a une sténose œsophagienne, une sténose peptique. C'est à ce moment-là où il faut donner un traitement endoscopique. Alors, les IPP demi-dose pendant 4 semaines, bien sûr, on est tous d'accord qu'il faut administrer ce médicament. Alors, le traitement, quel est l'objectif du traitement du reflux gastro-œsophagien? Un traitement idéal du reflux gastro-œsophagien, c'est un traitement qui va permettre de soulager rapidement et complètement les symptômes avec un retour à une qualité de vie normale. C'est un traitement qui doit permettre la cicatrisation des lésions œsophagiennes. Et puis, c'est un traitement qui doit être efficace à long terme pour prévenir les récidives et pour prévenir et traiter les complications du reflux gastro-œsophagien. Alors, quelles sont les armes thérapeutiques? Regardez ici. Les armes thérapeutiques sont multiples. Les règles hygiéno-diététiques, vous avez répondu juste. Les alginates, les antiacides, ce qu'on appelle les topiques. Les prokinétiques, leur place est très limitée. Et en fait, la place des prokinétiques vient du mécanisme physiopathologique qui parle d'un retard de la vidange gastrique. Et donc, les prokinétiques vont permettre d'accélérer la vidange gastrique. Alors, les anti-H2, il faut savoir que les anti-H2, pratiquement, ils n'ont plus de place. Ils peuvent éventuellement être associés le soir
quand il y a un reflux qui est très accentué le soir, associé aux inhibiteurs de la pompe à protons, et puis la place très importante des inhibiteurs de la pompe à protons dans le traitement du reflux gastro-œsophagique. Alors, les règles hygiéno-diététiques, les règles hygiéno-diététiques sont multiples. Il y a les mesures posturales. Alors, ce sont ces mesures posturales qui ont montré leur efficacité. Donc, éviter les positions défléchies ou les décubitus postprandiales qui favorisent le reflux. Donc, il faut attendre au moins 2 heures entre le fait de manger et le fait de vous allonger. Alors, surélévation de la tête du lit par des cales de 15 à 20 cm de hauteur représente la meilleure mesure posturale du traitement du reflux. La surélévation des poids, le port de vêtements trop serrés sont également déconseillés. Alors, les mesures diététiques, bien sûr, je viens de le dire, l'allongement du délai entre le repas et le coucher à 2 heures, éviter les repas riches en graisse, éviter le chocolat, le jus de fruits, l'alcool, le café, éviter les épices, éviter les boissons gazeuses. En cas de surcharge pondérale, un régime hypocalorique doit être institué, comme le cas de notre patient. Rappelez-vous que son IMC est très élevé. Et vous voyez, aucun régime strict de principe n'est justifié. Alors, rappelez-vous, nous avons parlé dans les facteurs favorisants qu'il y avait des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis, à côté des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il y a également d'autres médicaments qui peuvent favoriser le reflux qu'il faut éviter. La théophiline, les bêta-mimétiques, les inhibiteurs calciques, les dérivés nitrés, la progestérone également. Alors, les topiques sont représentés par les antiacides, les alginates ou l'association alginate-antiacide. Dans l'efficacité, comme j'ai dit, efficacité symptomatique, ce sont des médicaments qui sont utilisés à la demande ou après les repas, mais généralement, on les donne 3 fois par jour après les repas. Alors, pas d'action curative ni préventive sur des lésions d'œsophagite. Alors, les antiacides permettent de neutraliser l'acidité œsophagienne et gastrique avec un effet limité. Alors, les alginates, leur action, c'est qu'elles forment un gel visqueux qui surnage au niveau du contenu gastrique et va protéger la muqueuse œsophagienne lors des épisodes de reflux. Alors, il y a un mécanisme également physiopathologique qui parle de cette poche acide gastrique. C'est un film d'acide nouvellement sécrété au-dessus du bol alimentaire et la mise en évidence se fait 20 minutes après le repas. Et donc, le rôle des alginates, c'est qu'il va permettre de neutraliser ce film, ce qui pourrait réduire la survenue de symptômes liés au reflux postprandial. Alors ici, cette étude, vous voyez, c'est une étude récente, c'est une étude qui date de 2020 et qui a étudié l'alginate de magnésium dans le reflux gastro-œsophagien. Alors ici, chez des enfants, et le but de cette étude, c'est d'évaluer l'efficacité de l'alginate de magnésium dans la diminution des signes du reflux gastro-œsophagique. Et en fait, pour vous résumer un petit peu, l'étude est sortie que l'alginate de magnésium réduit les symptômes du reflux gastro-œsophagique. Alors ici, cette étude également sur les alginates qui montrent leur efficacité dans le reflux gastro-œsophagien à travers une méta-analyse. Et donc, quand on voit les détails de cette étude, regardez. Alors, plusieurs études, bien sûr, que c'est une méta-analyse. Le groupe qui avait pris le placebo ou l'antiacide comparé au groupe qui a pris les alginates et on voit dans les différentes études l'efficacité des alginates par rapport aux antiacides ou par rapport au placebo est évidente. Alors, les prokinétiques, j'ai dit un petit mot tout à l'heure. Le but des prokinétiques, c'est d'accélérer la vidange gastrique. Et
il augmente la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Cependant, ces prokinétiques s'accompagnent d'effets indésirables, ce qui permet un petit peu de limiter leur utilisation. Alors, les anti-H2 sont surtout utilisés pour contrôler le reflux acide nocturne, mais on sait qu'actuellement, soit on donne les anti-H2 le soir, soit on associe une double prise d'inhibiteur de la pompe à protons le matin et le soir. Alors, avec une tolérance pharmacologique, il ne peut pas être utilisé, bien sûr, comme traitement d'entretien. Alors ici, sur cette étude, on a comparé les anti-H2 aux inhibiteurs de la pompe à protons, aussi bien dans la cicatrisation que dans le soulagement des symptômes. Et on voit que les inhibiteurs de la pompe à protons donnent des résultats meilleurs que les anti-H2, aussi bien dans le soulagement des symptômes du reflux gastro-œsophagien que dans la cicatrisation des lésions du reflux gastro-œsophagien. Alors, les inhibiteurs de la pompe à protons, je ne vous apprends rien en vous disant que les inhibiteurs de la pompe à protons actuels sont multiples, l'oméprazole, l'ésoméprazole, l'enzoprazole, le rabéprazole, le pantoprazole. Donc, excellente efficacité à court et à long terme sur les symptômes et les lésions. Et ce sont des médicaments qui sont généralement bien tolérés. Alors, le traitement, les inhibiteurs de la pompe à protons, on peut les donner à demi-dose comme on peut les donner à pleine dose. Tout dépend des indications. Donc, l'oméprazole et le rabéprazole, quand on parle de moitié dose, on parle de 10 mg et la dose complète, c'est le 20 mg. L'enzoprazole, la demi-dose, c'est le 15 mg et la dose complète, c'est le 30 mg. Et le pantoprazole et le zoméprazole, la demi-dose, c'est le 20 mg et la dose complète, c'est le 40 mg. Alors, en ce qui concerne la cicatrisation des œsophagites, les études ont montré que la pleine dose donne des résultats meilleurs que la moitié dose. Et pour les traitements symptomatiques de pyrosis sans œsophagite, la pleine dose donne des résultats identiques à la moitié dose. C'est pour ça que quand il y a des symptômes du reflux gastro-œsophagien sans lésion endoscopique, on donne la moitié dose. Alors ici, vous avez un petit peu, j'ai résumé l'efficacité des différents traitements. Vous avez les alginates, les anti-H2 qui agissent aussi bien sur les symptômes de la cicatrisation et les inhibiteurs de la pompe à protons qui agissent sur les symptômes, sur la cicatrisation et sur la prévention des rechutes. Cependant, les alginates agissent essentiellement sur les symptômes du reflux gastro-œsophagien. Alors, revenons à notre cas clinique. Donc, l'évolution, donc rappelez-vous, c'est un patient à qui on a donné 20 mg, on a donné l'IPP à moitié dose pendant 4 semaines. Donc, l'évolution après 1 mois de traitement est marquée par une persistance des symptômes. Qu'est-ce que vous proposez chez ce patient? Un traitement chirurgical. Vous avez une seule réponse juste. Hein? Un traitement endoscopique. Un IPP double dose. Une endoscopie œsogastro-duodénale. Ou vous arrêtez le traitement. Donc, je vous laisse quelques moments pour répondre à ces différentes propositions. Je rappelle, vous avez une seule réponse juste. Alors, traitement chirurgical, pratiquement personne ne traitera ce patient chirurgicalement. Le traitement endoscopique non plus, on a uniquement 7% qui vont traiter endoscopiquement. L'IPP double dose, 39% qui vont donner l'IPP à double dose. Alors, l'endoscopie va être demandée chez 51% parmi vous ont demandé la fibroscopie et l'arrêt du traitement, non, uniquement 1% vont arrêter le traitement. Et donc, la réponse juste est, comme vous avez pratiquement tous répondu, c'est la réalisation de l'endoscopie œsogastro-duodénale et qui représente l'indication de choix. Donc, ici, vous avez quand faut-il faire une endoscopie? Donc, l'endoscopie est indiquée dans 5 situations. Quand l'âge du patient est supérieur à 50 ans, ce n'est pas le cas de notre observation. Quand il y a des signes d'alarme, ce n'est pas le cas de notre observation.
quand il y a des symptômes atypiques. Et donc là, la fibroscopie sera demandée à visée diagnostique. Et donc, ce n'est pas le cas de notre observation. Échec du traitement initial bien conduit. Donc, notre patient, on a démarré chez lui un inhibiteur de la pompe à protons à moitié dose pendant 4 semaines et il y a la persistance des symptômes. Donc, il y a l'indication à faire la fibroscopie œsogastro-duodénale. Et bien sûr, dans le cadre du bilan préopératoire, qui n'est pas le cas de notre observation. Donc, la fibroscopie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas nécessaire en cas de symptômes typiques chez un patient âgé de moins de 50 ans et en l'absence de signes d'alarme. C'est ce qu'on avait fait initialement. Mais après, vu qu'il n'a pas répondu au traitement, c'est pour ça qu'on a demandé la fibroscopie digestive haute. Alors, l'endoscopie digestive haute, je rappelle, permet de préciser l'existence ou non d'une œsophagite, la sévérité de l'œsophagite. Je vais vous montrer qu'il existe plusieurs classifications de l'œsophagite. Et puis, il va essayer de nous montrer l'existence ou non de complications comme une hémorragie digestive, une sténose ou un endobrachiosophage. Et donc, seules les érosions ou les ulcérations doivent être prises en compte et qui permettent d'affirmer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Il faut savoir que quand on a des signes endoscopiques typiques du reflux, il n'y a pas d'indication à faire des biopsies œsophagiennes, bien sûr, sauf si on trouve un bourgeon, si on trouve des lésions suspectes. Et l'œsophagite est présente dans 30 à 50% des patients qui présentent un reflux gastro-œsophagien et l'absence d'œsophagite n'exclut pas le diagnostic du reflux gastro-œsophagique. Alors ici, je ne vous demande pas de retenir ces différentes classifications, mais juste pour vous dire qu'il y a plusieurs classifications de reflux gastro-œsophagien, de l'œsophagite, pardon. La classification de Savary et Miller est la classification la plus utilisée, et donc en fonction de l'existence d'ulcération. Alors la classification de Los Angeles, il y a le grade A, le grade B, le grade C, le grade D. Alors on ne retient le reflux que quand il y a le grade B, le grade C, le grade D, parce que les signes du grade A peuvent être retrouvés en dehors du reflux gastro-œsophagique. Alors voilà la classification de Savary et Miller. Regardez un œsophage qui est normal. Là, il y a quelques ulcérations qui sont linéaires. Ici, vous avez les ulcérations qui sont... Alors ici, il y a juste de l'érythème. Ici, vous avez des ulcérations, mais avec des intervalles de muqueuse qui est strictement normal. Mais là, regardez, vous avez des ulcérations qui sont confluentes et qui sont circonférentielles. Et là, vous avez le stade avancé, vous avez un ulcère au niveau du cardia et vous avez une sténose de l'œsophage. Et là, vous avez un endobrachiosophage, ça veut dire le remplacement de la muqueuse œsophagienne par une muqueuse de type glandulaire. Et l'endobrachiosophage, sa sévérité, c'est qu'il peut évoluer vers le cancer de l'œsophage, vers l'adénocarcinome de l'œsophage. Alors ici, c'est une classification qui est beaucoup plus facile. On distingue les œsophagites non sévères, les œsophagites sévères et les œsophagites compliqués. Alors, la fibroscopie digestive haute ne doit pas méconnaître d'autres affections digestives, notamment néoplasiques, un cancer de l'œsophage. Les symptômes de reflux gastro-œsophagien, c'est tout sujet de plus de 50 ans, il faut réaliser la fibroscopie. Et dans les formes qui résistent au traitement symptomatique, au récidivant, dès son arrêt, c'est le cas de notre patient. Alors, revenons à notre cas clinique. L'endoscopie œsogastro-duodénale a montré une œsophagite non sévère du tiers inférieur. Ça veut dire des ulcérations linéaires. Alors, qu'est-ce que vous proposez chez ce patient? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez un seul choix. IPP demi-dose pendant 4 semaines, IPP pleine dose pendant 8 semaines, un traitement endoscopique, un traitement chirurgical ou une association alginate, inhibiteur de la pompe à protons, pleine dose pendant 8 semaines. Alors, je vous laisse le temps de répondre à cette question. Vous avez une seule proposition.
Alors, IPP demi-dose pendant 4 semaines, que 4% qui vont donner ça, bien sûr, parce qu'initialement, on avait déjà donné ça, donc on ne peut pas le redonner une deuxième fois. IPP pleine dose pendant 8 semaines, oui, c'est juste, mais puisque j'ai dit c'est une seule réponse juste, donc l'association, je vais vous montrer que l'association alginate, inhibiteur de la pompe à protons pleine dose pendant 8 semaines, donne de meilleurs résultats que si on donne les IPP pleine dose tout seul. Et donc, vous voyez, vous avez répondu 62% exact de bonnes réponses. Et puis, le traitement endoscopique, le traitement chirurgical n'a pas de place dans cette observation. Et donc, association alginate, inhibiteur de la pompe à protons pleine dose pendant 8 semaines. Alors voilà, pour récapituler un petit peu, le cas de notre observation, des symptômes typiques, rapprochés, plusieurs fois par semaine, chez un patient âgé de moins de 50 ans et qui ne présente pas de signe d'alarme. Vous voyez, pas d'endoscopie. Il n'y a pas d'indication à faire une endoscopie. On peut retenir cliniquement le reflux gastro-œsophagien. Et là, on peut donner les inhibiteurs de la pompe à protons à demi-dose pendant 4 semaines. C'est ce qu'on avait fait. Et après, on est devant deux situations. Soit le succès et l'arrêt des symptômes, à ce moment-là, on arrête le traitement et la surveillance. Ce n'est pas le cas de notre observation. Et là, notre patient, il avait récidivé ou il n'avait pas répondu. Donc, échec, récidive ou persistance des symptômes. Et là, il faut faire l'endoscopie digestive haute et il faut donner l'inhibiteur de la pompe à protons pleine dose pendant 8 semaines associé à des algyles. Voilà, c'est ce qu'on avait fait. Alors, le cas clinique 2 est un peu plus compliqué, donc je vais essayer de passer rapidement pour vous laisser le temps répondre aux questions. Donc, c'est un patient âgé de 34 ans qui présente une pyrosis, des régurgitations et une douleur thoracique. Sans antécédent pathologique particulier, avec un poids 78 kg pour une taille de 1,77 m et un IMC de 25 kg par mètre carré. Alors, chez ce patient, devant ces symptômes, nous avons donné de l'ésoméprazole à la dose de 20 mg par jour. Voilà. Est-ce que ce patient présente un reflux réfractaire? Voilà, on a donné ce traitement, 20 mg par jour, et il n'a pas répondu au traitement. Donc, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Alors, en fait, c'est discuté. 80% ont répondu oui. Alors non, parce qu'en fait, la définition du reflux réfractaire, vous voyez, il n'y a pas de consensus concernant la définition du reflux réfractaire. Alors, pour parler du reflux réfractaire, ce n'est pas très clair. Si on prend en considération l'inhibiteur de la pompe à protons, est-ce que c'est la posologie? Est-ce que c'est la durée du traitement? Est-ce que l'absence complète de réponse ou est-ce qu'il y a une réponse partielle? Quand il y a une réponse partielle, est-ce qu'on peut parler du reflux réfractaire? Donc, ce n'est pas très clair. Et quel type de symptômes? Est-ce que c'est symptômes typiques ou des symptômes atypiques? Là, dans cette observation, vous voyez, il y avait les symptômes typiques, mais il y a également les symptômes atypiques. Alors, la satisfaction en fonction de la réponse au traitement qui est variable d'un patient à un autre. Alors, qui sont les patients avec une symptomatologie de reflux gastro-œsophagien persistant sous inhibiteur de la pompe à protons? Vous voyez, le reflux acide représente 83%, 43%, mais cependant, il y a également d'autres diagnostics un peu plus rares, comme la chalasie, comme les symptômes fonctionnels,
comme l'œsophage hypersensible également. Alors, les étiologies du reflux réfractaire, ça veut dire un reflux qui ne répond pas au traitement, c'est la persistance du reflux, que ce soit un reflux acide ou un reflux non acide, pathologique sous traitement. La non-observance du traitement. Alors, devant un reflux réfractaire, il faut toujours rechercher la persistance de reflux, la non-observance du traitement. Vous voyez, ça peut toucher jusqu'à 46% des patients. Et absence de reflux gastro-œsophagien, ça veut dire qu'il y a une hypersensibilité viscérale, des troubles moteurs œsophagiens ou autres maladies que peuvent expliquer ce reflux. Alors, l'endoscopie œsogastro-duodénale chez notre patient, réalisée après l'arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons depuis 1 mois, a montré, comme vous voyez ici, regardez, ces ulcérations, a montré une œsophagite grade B. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Augmentation de la dose des inhibiteurs, de la posologie des inhibiteurs de la pompe à protons, la pH-métrie de 24 heures sans traitement ou la pH-impédance-métrie de 24 heures sous traitement. Alors là, c'est un petit peu compliqué, donc je pense que je vais passer rapidement. Donc la pH-métrie, c'est pour mesurer l'acidité au niveau de l'œsophage. Par contre, la pH-impédance-métrie permet de mettre en évidence aussi bien les reflux acides que les reflux non acides. Alors 39% sont pour une augmentation de la posologie des inhibiteurs de la pompe à protons, 32% pour la pH-métrie de 24 heures sans traitement et pH-impédance-métrie de 24 heures sous traitement de 29%. Donc c'est un petit peu partagé. Et donc, la réponse, comme ce que vous avez tous répondu, c'est l'augmentation de la posologie des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, notre patient âgé de 34 ans, œsophagite de grade B, sans traitement, le reflux gastro-œsophagien prouvé, persistance des symptômes sous esoméprazole 20 mg le soir, augmentation de la posologie, esoméprazole 40 mg matin et soir, bonne efficacité sur le pyrosis et les douleurs thoraciques, mais persistance des régurgitations avec le syndrome postural. Donc, cette remontée de liquide au niveau de la bouche persiste toujours. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Endoscopie œsogastro-duodénale, sachant qu'elle a été déjà faite. pH-métrie œsophagienne sans traitement. pH-impédance-métrie œsophagienne sous traitement. Ou aucune exploration, j'adresse le patient au chirurgien. Alors, je vous facilite, il y a une réponse juste, je n'ai pas précisé ici. Est-ce que je peux avoir les réponses? Voilà, très bien, c'est la pH, voilà, l'endoscopie, on l'avait déjà faite. La pH-métrie œsophagienne sans traitement, mais c'est un patient qui est déjà sous inhibiteur de la pompe à protons. Donc, on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'il finisse ses inhibiteurs de la pompe à protons, on va perdre du temps. Donc, l'idéal, c'est de faire une pH-impédance-métrie œsophagienne sous traitement. Et puis, aucune exploration, j'adresse le patient au chirurgien? Non. Alors, les méthodes de détection du reflux. Alors, la détection est basée sur la nature des reflux. Il faut savoir qu'il existe les reflux acides, et on peut les mettre en évidence par la pH-métrie, hein, et puis les reflux non acides, que ce soit liquide, que ce soit gazeux, qu'on peut mettre en évidence par la pH-impédance-métrie. Il faut savoir que la pH-impédance-métrie, malheureusement, n'existe pas dans tous les centres ici au Maroc. Alors, l'étude de l'association symptômes-reflux. Alors, symptômes sont considérés comme associés au reflux quand ils surviennent dans les 2 minutes qui suivent le reflux. D'accord? Alors, là, ici, vous avez la pH-impédance-métrie qui permet de détecter les reflux basés sur la présence de liquide et de l'air au niveau de l'œsophage. Alors, voilà les résultats de la pH-impédance-métrie chez notre patient âgé de 34 ans. Vous voyez, le nombre de reflux acides sont représentés
par 82 pour un total de 89. Et le nombre de reflux peu acides n'ont représenté que 7%. Et la probabilité d'association symptomatique avec les reflux acides dans 98%. Et le pourcentage du temps total du pH gastrique inférieur à 4, il est de 97%. Alors, quel traitement vous proposez? Il y a plusieurs choix. Alors, j'ai oublié de préciser également plusieurs choix. Vous changez l'inhibiteur de la pompe à protons. Vous ajoutez les alginates. Vous ajoutez les prokinétiques. Ou vous proposez la chirurgie anti-reflux. Est-ce qu'on peut avoir les réponses? Voilà, donc changer les inhibiteurs de la pompe à protons, oui. On sait que la sensibilité des inhibiteurs de la pompe à protons ou le type d'inhibiteur de la pompe à protons peut différer d'une personne à une autre. Donc, en changeant, on peut changer l'efficacité des inhibiteurs de la pompe à protons. Oui, ajouter les alginates, oui. Nous sommes devant un reflux acide, comme ce que je vous ai montré. Donc, l'alginate donneront un plus pour le traitement du reflux. Alors, les prokinétiques, oui. Et on peut également proposer une chirurgie anti-reflux. Donc, vous voyez ces différentes possibilités thérapeutiques. Donc, le traitement médical, c'est qu'il faut optimiser le traitement par les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, comment on peut optimiser le traitement par les inhibiteurs de la pompe à protons? Par la prise 15 à 30 minutes avant les repas et privilégier plutôt 2 prises qu'une seule prise. Alors, on peut ajouter les antihistaminiques, les anti-H2 au coucher, vont diminuer cet échappement acide nocturne observé sous inhibiteur de la pompe à protons, mais effet limité dans le temps. On peut ajouter les alginates. L'association alginate-inhibiteur de la pompe à protons donne des résultats meilleurs que les inhibiteurs de la pompe à protons tout seuls. Alors, la chirurgie anti-reflux et reflux réfractaire. Alors, les meilleurs candidats à la chirurgie sont les patients qui répondent aux inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, il faut discuter la chirurgie s'il y a une volumineuse hernie hiatale, s'il y a des régurgitations qui persistent sous inhibiteurs de la pompe à protons, comme le cas de notre patient, ou bien une concordance prouvée entre la pH impédance-métrie, entre les symptômes et le reflux sous inhibiteur de la pompe à protons. Voilà, pour résumer un petit peu, à la fin de ma présentation et dire qu'on est devant, dans le reflux, on est devant 3 situations généralement. On est devant 3 situations. La première situation, quand on a un reflux gastro-œsophagien typique chez un patient âgé de moins de 50 ans, sans l'existence de signes d'alarme. Deuxième situation, c'est un reflux gastro-œsophagien avec des symptômes typiques, l'âge de plus de 50 ans ou l'existence de signes d'alarme. Et puis la troisième situation, c'est quand il y a des manifestations atypiques. Je rappelle, ces manifestations atypiques peuvent être des manifestations digestives, mais n'oubliez pas qu'il y a des manifestations atypiques extra-digestives, représentées surtout par les manifestations ORL, les manifestations pulmonaires et les manifestations cardiovasculaires, à type des douleurs pseudo-angineuses ou des douleurs thoraciques. Alors, dans la première situation, reflux gastro-œsophagien typique, pas de signe d'alarme, l'âge de moins de 50 ans, on fait une endoscopie digestive haute. Alors, les inhibiteurs de la pompe à protons à la dose de 20 mg, vous voyez, l'endoscopie digestive haute n'est pas nécessaire. Je l'ai mise en rouge, n'est pas nécessaire. En ce cas, on donne l'inhibiteur de la pompe à protons pendant 4 semaines. Soit il y a le succès, on arrête le traitement, soit il y a l'échec, à ce moment-là, on fait l'endoscopie digestive haute. Deuxième situation, reflux gastro-œsophagien typique, régurgitation, pyrosis, syndrome postural. La surveillance postprandiale des symptômes chez un patient de plus de 50 ans, l'existence de signes d'alarme. Là, il faut faire une endoscopie digestive haute. Alors, pas d'œsophagite ou l'œsophagite non sévère. Là, on donne l'inhibiteur de la pompe à protons à la dose de 20 mg pendant 4 semaines. S'il y a un succès, on s'arrête là. S'il y a un échec, on peut augmenter le dose.
Quand il y a une œsophagite sévère associée à des complications, à ce moment-là, on donne l'inhibiteur de la pompe à protons à double dose pendant 8 semaines. Et là, le contrôle endoscopique est obligatoire. Alors, quand il y a des manifestations atypiques, on réalise la fibroscopie œsogastro-duodénale à la recherche de cette œsophagite qui pourrait indirectement nous orienter vers le reflux gastro-œsophagien. S'il y a une œsophagite, IPP double dose pendant 4 à 8 semaines. Et s'il n'y a pas d'œsophagite, à ce moment-là, il faut bien sûr compléter par la pH-métrie et par la pH impédance-métrie. Alors, quelle est la place du traitement en cours? 3 situations. Quand il y a des rechutes fréquentes ou précoces à l'arrêt du traitement, une altération de la qualité de vie, une œsophagite sévère ou compliquée, à ce moment-là, on peut proposer un traitement en cours par les inhibiteurs de la pompe à protons. Quand il y a des récidives à espacer, le traitement intermittent donnera le traitement qui a entraîné la rémission initiale. Et quand il y a des symptômes occasionnels, on peut donner un traitement à la demande, soit par les alginates, soit par des inhibiteurs de la pompe à protons. Voilà, pour conclure et dire que le reflux gastro-œsophagien représente une pathologie fréquente. Sa physiopathologie, je vous ai montré que sa physiopathologie est multifactorielle. La défaillance du système anti-reflux, mais à côté de ceci, il y a également d'autres facteurs qui interviennent. Le diagnostic est le plus souvent facile, mais il faut savoir évoquer le diagnostic devant des manifestations atypiques, notamment des manifestations pulmonaires, des manifestations ORL, des manifestations cardiaques. C'est pour ça que le patient reflueur peut se présenter pour la première fois, non pas chez le médecin généraliste ou le médecin gastro-entérologue, mais ils vont chez un ORL, un pneumologue ou un cardio. Alors, l'endoscopie, je vous ai montré que l'endoscopie n'est pas systématique. Quand on a des signes, des symptômes typiques chez un patient de moins de 50 ans où il n'y a pas de signe d'alarme, on peut retenir le diagnostic du reflux gastro-œsophagien et démarrer un traitement. L'évolution, vous avez vu, est une évolution qui est souvent chronique. Quand il n'est pas traité, il peut donner des complications qui peuvent être graves. Et la réduction de l'agression chlorhydropeptique est très efficace, surtout par l'association d'inhibiteurs de la pompe à protons et d'alginate. Et la chirurgie, je vous ai montré qu'elle a des indications précises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vais essayer de voir les questions qui existent, qui ont été posées. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre participation. Nous sommes 180 à discuter ce thème de reflux. Nous sommes 180 participants. Alors, pour la question, alors, quelle conduite à tenir pour mon malade? Alors, la première question, alors, quelle conduite à tenir pour mon malade qui accuse un reflux gastro-œsophagien insupportable alors qu'il est sous ARA2, un antihypertenseur et corticoïde? Alors, PL, je ne sais pas ce que ça veut dire PL, mais c'est un patient en fait qui est sous 2 médicaments qui représentent un reflux gastro-œsophagien insupportable. Ce patient, en fait, probablement ce reflux qu'il présente est dû à la prise médicamenteuse. Et donc, il faut conseiller les règles hygiéno-diététiques que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais il faut associer un traitement, il faut associer des alginates et il faut associer un inhibiteur de la pompe à protons pour essayer de soulager ces symptômes du reflux gastro-œsophagien. Et bien sûr, si ce reflux persiste malgré le traitement, à ce moment-là, il faut proposer une fibroscopie digestive haute. Alors, s'il vous plaît, quelle est la différence entre la notion de reflux, de régurgitation acide et pyrosis? Merci d'avance. Alors, je pense que j'ai répondu à la question. Alors, le pyrosis, c'est uniquement la douleur, c'est une douleur rétrosternale ascendante. Hein? C'est une brûlure rétrosternale ascendante. Par contre, la régurgitation, c'est une remontée liquide au niveau de la bouche, mais sans effort de vomissement.
c'est ça la différence entre le pyrosis. La pyrosis, c'est juste les brûlures. Par contre, les régurgitations, c'est une remontée liquide au niveau de la bouche. Alors, est-ce que les éructations sans pyrosis sont un signe de reflux? Non, les éructations, alors ils peuvent être des signes de reflux, mais ce sont plutôt des signes atypiques. Hein, ce ne sont pas des signes typiques. Par contre, le pyrosis, c'est le signe typique du reflux gastro-œsophagien. Alors, dans le contexte du reflux gastro-œsophagien sur hernie-hiatale, quel est le protocole? Alors, le protocole, on a dit que l'hernie hiatale n'est pas obligatoire pour le reflux gastro-œsophagien. Ça veut dire il n'est ni nécessaire ni obligatoire. Ça veut dire qu'on peut avoir une hernie hiatale sans avoir de reflux gastro-œsophagien et on peut avoir un reflux gastro-œsophagien sans avoir une hernie hiatale. Ben, tout dépend de la taille de l'hernie hiatale et des symptômes. Donc, on peut proposer des inhibiteurs de la pompe à protons. Par contre, quand on est inefficace à ce moment-là, on peut proposer le traitement chirurgical de cette hernie hiatale. Alors, quels sont les effets secondaires, les effets indésirables des prokinétiques? Ben, retenez que les prokinétiques, il y a plusieurs prokinétiques. Hein, il y a prokinétique à action centrale et prokinétique à action périphérique. Ben, les prokinétiques, dernièrement, il y avait des études qui ont montré qu'ils ont des effets secondaires. Les prokinétiques au niveau central peuvent donner des effets neurologiques et les prokinétiques au niveau périphérique, des études ont montré qu'ils peuvent donner des effets cardiaques. C'est pour ça qu'il ne faut pas les donner à long terme. Alors, critère de choix d'un inhibiteur de la pompe à protons, eh ben, il faut savoir que tous les inhibiteurs de la pompe à protons se valent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des patients qui répondent mieux à l'ésoméprazole par rapport à l'oméprazole ou par rapport au rabéprazole. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération dans les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est l'interaction médicamenteuse. Et là, il faut faire très attention. Il y a des patients, par exemple, l'oméprazole, on ne peut pas l'associer avec le clopidogrel, le Plavix. Il diminue l'effet du Plavix. Donc, pour le Plavix, il faut associer plutôt soit l'ésoméprazole, soit le pantoprazole. Hein, on sait que le pantoprazole est dosé à 40 mg et l'ésoméprazole, il est dosé à 20 et dosé à 40 mg. Alors, IPP à long terme, est-ce qu'ils font une anémie? Non, 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 non. Une anémie, non, il ne faut pas surveiller par un taux d'hémoglobine. Non, d'après notre expérience, non, on n'a pas vu d'anémie secondaire aux inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, RGO, chez la femme enceinte, même prise en charge? Oui, oui, RGO, c'est la femme enceinte. Alors, le mécanisme physiopathologique est expliqué de deux façons chez la femme enceinte. Hein, il y a deux mécanismes. Il y a cette augmentation du volume de l'abdomen au cours du troisième trimestre de la grossesse avec l'augmentation de la taille du fœtus, donc qui entraîne une compression et favorise le reflux. Et puis également la progestérone. Je vous ai montré parmi les substances qui favorisent le reflux gastro-œsophagien, il y a la progestérone. Et donc, chez la femme enceinte, on peut commencer par les alginates. Les alginates ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte, mais si le reflux persiste, on associe également les inhibiteurs de la pompe à protons. Les études ont montré qu'il n'y a pas d'effet chez la femme enceinte. Alors, IPP le soir, de préférence le prendre avant ou après les repas. Ben, toujours les inhibiteurs de la pompe à protons, il faut les prendre avant les repas. Quand on a une prise par jour, ben, il faut la préconiser le matin à jeun. Hein? Et puis, quand c'est le soir, c'est avant les repas. D'accord. Alors maintenant, on sait que le mois de Ramadan s'approche. Pour les gens qui prennent les inhibiteurs de la pompe à protons, une seule prise par jour, ben, de préférence, il faut qu'ils prennent l'inhibiteur de la pompe à protons au suhoor, avant le suhoor. Donc, inhibiteur de la pompe à protons, je répète une fois, avant les repas et pendant le mois de Ramadan, avant le suhoor.
Alors, est-ce qu'on peut démarrer les inhibiteurs de la pompe à protons à pleine dose si on a un signe d'alarme et que le patient refuse de faire la fibroscopie? Non, 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 non. Ça, il ne faut pas le faire. J'ai essayé de vous convaincre à travers ma présentation que quand il y a un signe d'alarme, il faut absolument éliminer un cancer de l'œsophage ou un cancer de l'estomac. Donc, le problème qui se pose, c'est que si on démarre l'inhibiteur de la pompe à protons, le patient peut être soulagé, il va disparaître dans la nature. Donc, il faut essayer de le convaincre de faire cette fibroscopie œsogastro-duodénale. Et si on trouve uniquement une œsophagie, à ce moment-là, on donnera l'inhibiteur de la pompe à protons. Alors, une question très intéressante, la place de l'hélicobactère pylori, vous avez vu, je n'ai pas parlé de l'hélicobactère pylori durant ma présentation parce que les dernières recommandations sur l'hélicobactère pylori ont montré qu'il n'y a aucune association entre l'hélicobactère pylori et le reflux gastro-œsophagien. Ça veut dire que s'il y a l'hélicobacter pylori, on l'éradique, les symptômes du reflux gastro-œsophagien vont persister. Par contre, chez ces patients chez qui nous allons traiter par les inhibiteurs de la pompe à protons au long cours, chez patients, il faut rechercher l'hélicobacter pylori et l'éradiquer. Non pas parce qu'il y a le reflux, mais parce qu'on va laisser les inhibiteurs de la pompe à protons pendant une longue durée. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas que je vais pouvoir répondre à tous. Alors, quel est le risque du traitement au long cours par les inhibiteurs de la pompe à protons du reflux gastro-œsophagien? Alors, retenez une chose, c'est que la dose de 20 ou la dose de 40 mg, la dose de 20 mg au long cours par les inhibiteurs de la pompe à protons, malgré tout ce que vous lisez, il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire des inhibiteurs de la pompe à protons en long cours. Hein. Alors, chez la femme enceinte au premier trimestre, on peut commencer par les alginates et même au premier trimestre, si on n'est pas efficace, à ce moment-là, on peut donner l'inhibiteur de la pompe à protons. Alors, si association RGO et perforation gastro-duodénale, quelle sera la conduite dans ce cas? Bien sûr, dans ce cas, la conduite sera la chirurgie de cette perforation gastro-duodénale. Le traitement du reflux, bien sûr, viendra en seconde position. Mais il faut traiter d'abord l'urgence, traiter cette perforation gastro-duodénale de manière chirurgicale. Alors, la place des antiémétiques, les antiémétiques et les prokinétiques, c'est la même chose. Hein. Quand j'ai parlé des prokinétiques, c'est la même chose que des antiémétiques, sauf que les antiémétiques ici, c'est non pas pour entraîner les vomissements, mais en accélérant la vidange gastrique. Et donc, en accélérant la vidange gastrique, on va diminuer les signes du reflux gastro-œsophagien. Alors, pour les IPP, est-ce que la notion de pleine dose est synonyme de double dose? Merci d'avance. Alors, par exemple, si on prend l'oméprazole, il existe sous la dose de 20 mg. Quand on dit moitié dose, c'est 10 mg. Et quand on dit pleine dose, c'est 20 mg. Les oméprazoles, par exemple, la moitié dose, c'est 20 mg. Et la dose complète, c'est 40 mg. Et quand on dit double dose, c'est 40 mg matin et 40 mg le soir. Alors, ça fait plaisir. On a même des amis algériens. J'ai vu ici, c'était clair. Merci d'Algérie. Merci à nos amis algériens d'être présents parmi nous. Traitement du reflux gastro-œsophagien chez la femme enceinte, j'ai déjà répondu. Dans les mesures hygiéno-diététiques, est-ce qu'il existe des aliments à préconiser qui sont anti-reflux? Non, plutôt des médicaments. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de régime spécifique. Par contre, il faut éviter les aliments qui entraînent le reflux, comme le café, comme l'amande, comme la graisse, comme voilà. Donc, tout ce qui est gras, il faut essayer de l'éviter. Alors, devant la douleur rétrosternale chez un patient, quel que soit l'âge, est-ce que le CG est systématique? Bien sûr. Cette douleur rétrosternale, ce n'est pas une brûlure rétrosternale, c'est une douleur rétrosternale qui peut rentrer dans le cadre des manifestations extradigestives du reflux gastro-œsophagien. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Youssef Selman, ben, il faut éliminer bien sûr un infarctus du myocarde. Un ECG est obligatoire. Et c'est qu'après avoir éliminé une étiologie cardiaque, il faut penser à une étiologie du reflux gastro-œsophagien. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que le TOGD a sa place pour le diagnostic de hernie hiatale? Non, 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 non. Le diagnostic d'hernie hiatale est plutôt un diagnostic fait au cours de la fibroscopie digestive haute. Alors, la seule place pratiquement du TOGD maintenant, c'est l'existence d'une sténose œsophagienne, de cette sténose peptique. Et là, c'est pour mettre en évidence cette sténose œsophagienne. Alors, à partir de quel âge on peut donner les alginates chez les enfants? Alors, moi, je n'ai pas l'expérience des enfants. Je pense que les alginates, on peut les donner chez les enfants, hein, sans aucun problème. Parce qu'il y a des formes nourrissantes, donc je pense qu'on peut les donner chez les enfants. Alors IPP grossesse, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a la main forcée, on n'a pas le choix. On peut donner les inhibiteurs de la pompe à protons chez la femme enceinte sans aucun problème. Hein. Sans aucun problème, on peut les donner. Alors, vomissement chronique qui coïncide avec la cholécystectomie depuis plusieurs années, dans la fibroscopie est en faveur des ulcères œsophagiens. Des vomissements malgré un traitement bien conduit. Ben, il faut faire des biopsies de cet ulcère œsophagien pour éliminer une malignité. Alors, comment la progestérone provoque le reflux? Ben, en fait, la progestérone va diminuer cette tonicité du sphincter inférieur de l'œsophage et donc il va favoriser le reflux gastro-œsophagien. Donc, en diminuant le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est comme ça qu'il va agir. Alors, IPP en encours provoque-t-elle une insuffisance cardiaque? Non, on n'a jamais entendu parler de cet effet. Alors, quand on dit quelle est la durée du traitement par inhibiteur de la pompe à protons en encours, ben, si c'est un traitement à la demande, on peut le laisser tant que le patient a besoin d'inhibiteur de la pompe à protons à la dose de 20 mg. Aucune crainte. Alors, éructation, bah, plutôt, c'est l'émission de gaz. Donc, ça peut rentrer plutôt dans le cadre de signes fonctionnels, notamment d'une dyspepsie fonctionnelle. Et ça n'a pas de lien avec le reflux gastro-œsophagien. Oui, inhibiteur de la pompe à protons long terme, risque d'hypomagnésémie, oui, ça a été décrit. Oui, il faut surtout, l'hypomagnésémie, c'est une néphrite interstitielle. Oui, c'est pour ça qu'il faut surveiller quand c'est un IPP en cours, il faut surveiller par un bilan rénal. Alors, cancer gastrique, c'est pour ça que j'ai dit, c'est les patients qui vont prendre l'inhibiteur de la pompe à protons en cours. Il faut rechercher cette infection à Helicobacter pylori et l'éradiquer pour diminuer les risques de survenue de cancer de l'estomac. Alors, est-ce que le fait de s'améliorer sous traitement par inhibiteur de la pompe à protons, puis la prise d'un aliment épicé, déclenche les symptômes à nouveau, n'entre pas dans le cadre de RGO réfractaire? Non, ce n'est pas un RGO réfractaire, mais c'est plutôt un sujet qui ne respecte pas les règles diététiques du reflux gastro-œsophagien. Alors, association IPP et traitement de l'HTA avec les neuroleptiques, moi je pense qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Hein. On peut associer ces médicaments sans aucun problème. Alors, est-ce que le lansoprazole diminue aussi l'action du Plavix, du clopidogrel? Oui, le lansoprazole diminue également. Alors, retenez deux médicaments qui ne diminuent pas l'action du Plavix. C'est comme je l'ai dit, c'est le pantoprazole et l'esoméprazole. Ce sont les deux qui ne diminuent pas l'action du Plavix.
Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, prescription des alginates avant ou en postprandial. Bah, je vous ai dit tout à l'heure que les alginates, ils vont former ce qu'on appelle ce surnageant au niveau de cette poche gastrique, donc un surnageant. Et donc, quand il y a le reflux, ce sont les alginates qui remontent en premier. Donc, ils vont tapisser la muqueuse œsophagienne et éviter prévenir cette, cette œsophagite. Voilà. Alors, reflux persistant malgré le traitement en long cours, avec des signes extradigestifs, spasmes laryngés, faut-il traiter chirurgicalement? Ben, il faut tenter d'abord un traitement médical, un inhibiteur de la pompe à protons, à double dose, pendant une longue durée, pendant 8 semaines et voir. Hein, et si ça persiste, à ce moment-là, éventuellement, on peut discuter le traitement chirurgical. Alors, on a décrit un risque d'ostéoporose lors de la prise en long cours des inhibiteurs de la pompe à protons. Ben, retenez que il y a peu d'études qui ont parlé de ça, mais sur le plan pratique, on n'a pas vu d'ostéoporose chez les patients qui prennent les inhibiteurs de la pompe à protons au long cours. Alors, quelle est la dose d'inhibiteur de la pompe à protons chez l'enfant? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas d'expérience de l'enfant, mais les inhibiteurs de la pompe à protons chez l'enfant, on le donne à moitié dose. Donc, pour l'oméprazole, on donne plutôt le 10 mg. Hein. On donne le 10 mg. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je tiens à la fin à remercier toute l'assistance pour sa présence. Également d'être intéressé par ce thème riche qui est le reflux gastro-œsophagien, qui représente un motif fréquent de consultation chez le médecin généraliste. Je remercie à la fin les laboratoires M2I et Promoplus Pharma de nous avoir permis de nous réunir et de discuter à propos de ce thème qui est le reflux gastro-œsophagien. Sans oublier également de remercier la société Beyond de la qualité de la transmission et de la sympathie des personnes qui s'occupent de cette transmission. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.